Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de la Fédération française d'haltérophilie musculation. Ici, nous parlons d'entraînement, de technique, de préparation de l'athlète pour la performance et aussi de santé, en explorant toute la puissance de l'haltérophilie et de la musculation. Que vous soyez jeune pratiquant, compétiteur, coach ou simplement adepte du renforcement musculaire pour votre santé, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons décrypter les méthodes d'entraînement, les bonnes pratiques et les avancées scientifiques pour vous aider à progresser en toute sécurité et à profiter pleinement des bienfaits de notre discipline. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel qui va partager son expertise. Alors installez-vous bien, c'est parti. FFHM, technique, force et explosivité au service de la performance et de la santé. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast FFHM, podcast dédié à l'univers de l'haltérophilie musculation et à ses multiples applications. Je suis Nicolas Gravis, conseiller technique pour la Fédération française d'haltérophilie musculation et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Denadaille, préparateur physique de l'équipe professionnelle masculine du Paris FC, tout juste promu en Ligue 1. Avant d'intégrer le staff de l'équipe masculine, Pierre a travaillé avec la section féminine du Paris FC en D1 Arkema, où il a mené une démarche assez novatrice, puisqu'il a intégré l'haltérophilie dans la préparation physique de ses joueuses professionnelles. Il a fait son mémoire de Master 2 sur cette thématique qu'il a mené en plein cœur de la saison avec donc ses athlètes de haut niveau dans un contexte compétitif réel. Ensemble, on va revenir sur cette expérience de terrain, mais aussi parler de son parcours professionnel, de l'importance du développement de la force et de la puissance chez le joueur et la joueuse de football professionnel. On va aussi aborder quelques idées reçues dans l'intégration de l'haltérophilie et de la musculation. Et bien évidemment, on abordera certaines questions liées à la planification à long terme et je dirais même à très long terme, puisqu'on parlera de l'intégration de l'haltérophilie musculation chez les jeunes joueurs et joueuses de football. Donc cet échange promet d'être extrêmement riche et vous intéressera que vous soyez préparateur physique, entraîneur ou simplement curieux de connaître le lien qu'il peut y avoir entre le football et l'haltérophilie musculation. Salut Pierre et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux tout d'abord nous retracer ton parcours, que ça soit en termes de cursus, de formation, mais aussi tes expériences professionnelles, de tes débuts jusqu'à ton poste actuel au Paris FC avec l'équipe pro en Ligue 1? Yes, ben ouais, salut Nico, salut à tous. Ben écoute, ça fait plaisir de répondre à ce podcast. Mon parcours, donc j'ai fait ma licence STAPS après le bac du coup à Bordeaux. Je suis parti ensuite, ouais, j'ai fait mon stage au Pôle Sport du coup à tes côtés, le Pôle Sport de Talence à Bordeaux. J'ai fait ensuite un master EOPS sur la prépa physique, la raclée, la prépa mentale à l'université de Lyon. Mais en parallèle, j'étais en fait en stage au Paris FC avec l'équipe féminine sur la réathlétisation. Donc c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le club. J'ai passé 3 années là-bas, du coup, sur la réathlétisation. Après stage, j'ai été embauché, etc. Euh, et puis je suis passé du coup chez l'équipe masculine il y a 3 saisons maintenant, ouais, c'est ma troisième saison là cette année, et voilà. On est passé de Ligue 2 à Ligue 1, petite promotion cette année, donc Ouais, c'est plutôt top. cool. Tu as un parcours qui est déjà assez riche. Je me souviens, on s'est rencontrés donc, sur le pôle espoir de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, donc avec des jeunes joueurs U14, U15. D'ailleurs, tu avais participé avec moi à l'intégration de l'haltérophilie dans le process de préparation de ces jeunes joueurs. Ensuite, tu as bossé avec des joueuses féminines où tu as aussi intégré de l'haltéro. Et là, donc maintenant, tu es, depuis 3 ans, si j'ai bien compris, avec les pros masculins. Donc, parcours hyper riche déjà, avec des contextes très, très variés. Et donc, un panel de compétences et d'appréhension de contexte déjà très, très varié. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de devenir préparateur physique? On a pas mal d'étudiants de STAPS qui nous écoutent, des étudiants qui passent des BP, des DEGEPS, donc qui ont potentiellement la motivation de devenir préparateur physique. Donc je pense que tu pourras un petit peu les inspirer.
Pour te reprendre, le parcours est encore très court et il me reste énormément de compétences à avoir, mais oui, en tout cas, il était intense. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir préparateur physique? Je sais pas, je pense que quand j'ai toujours aimé le sport, évidemment, j'ai toujours aimé aussi suivre les progrès et essayer en fait de toujours progresser. Alors à mon humble niveau qui était pas terrible même au foot. Mais voilà, très tôt, je me suis intéressé à la musculation, en fait, à quels outils pouvaient m'améliorer dans ma pratique. Voilà, et je pense qu'en fait, à force de plonger dans ça, je me suis rendu compte que c'était possible d'en faire son métier. C'était dur, mais c'était possible, et je me suis dit, ben, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux me lancer dans ça, je veux faire progresser, et voilà. Tu as un parc sportif qui est quand même assez riche aussi. Il me semble que t'as fait des marathons, du triathlon, tu te challenges pas mal sur tout ce qui est musculation, il me semble, tu me confirmes? Oui, oui, bah, j'ai toujours fait du foot, bon, de la muscu, je pense que j'ai commencé à 15 ans. Et oui, récemment, bon, j'ai fait un peu de triathlon, je fais un Ironman. J'ai fait aussi marathon, semi. Ouais, je suis resté un peu sur la course à pied là, avec des Irox récemment, et puis je continue quand même la muscu. Mais bon, à un humble niveau, tout ça. Ok. Ouais, je connais un peu tes perfs, je sais que c'est quand même pas trop mal quand même. À quel moment tu as commencé à t'intéresser particulièrement à l'haltérophilie? Je pense que je m'y suis intéressé avant de savoir vraiment que c'était de l'haltéro. Je devais avoir ouais, 17, 18 ans. Je me vois faire des cleans, mais je savais pas que ça s'appelait un clean. En fait, j'essayais tout bêtement de reproduire des mouvements que je trouvais assez intéressants. Après, sont venues les études STAPS, la licence, et j'ai un peu plus dissocié que c'était l'haltéro, c'était l'haltéro, la musculation. Je me suis un peu plus intéressé. J'ai aussi fait ta rencontre, et puis ouais, je m'y suis plongé là-dedans et pour vraiment en fait essayer de saisir l'outil, voir ce qu'il pouvait apporter dans notre panel de préparateur physique. Et du coup, comment tu as développé tes compétences, que ce soit en haltéro et en muscu? Tu nous as parlé un petit peu de ta pratique personnelle. Est-ce que tu peux aussi nous parler des différentes formations que tu as pu faire dans ce domaine-là? Pendant mon master, j'ai passé le DU d'haltéro de Montpellier. Ok. Je connais plus exactement le nom, mais c'est bon, avec Florine que tu connais bien. C'est je crois que c'est technique d'haltérophilie et c'est sur la force athlétique aussi. Mhm. Et pour le bien du sport, voilà. Et en fait, c'est l'idée de ce DU, c'est vraiment comprendre à quel point la force athlétique et l'haltérophilie, ces deux disciplines peuvent être vraiment un outil pour le développement en prépa physique, qu'importe le sport. Et je pense que ça, c'est vraiment ça qui m'a fait me développer un petit peu dans ce milieu-là, parce que forcément, je m'y suis un peu plus mis encore plus sur de la pratique, même si j'essaie d'en faire un petit peu avant. Perfectionné aussi, j'ai passé du coup les BF correspondant à ces pratiques, et ouais, je pense que c'est surtout ça, et après des rencontres, des lectures aussi. Du coup, tu as passé BF1 et BF2, c'est ça? Non, j'ai fait le BF1. Ok. Ok, ouais. Ok. Tu as parlé du coup du DU, tu as parlé un peu de Florine. Est-ce que justement tu as des mentors ou des formations qui t'ont vraiment influencé dans ce domaine ou même tu as évoqué des lectures? Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont particulièrement inspiré pour intégrer l'haltéro, éventuellement la muscu dans ton quotidien de préparateur physique? Je vais être assez mauvais pour te sortir une référence bibliographique ou des livres avec un nom, un auditeur. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les docs qui étaient à dispo sur le DU, toutes les interventions de tous les intervenants, en fait, qui sont même pas forcément euh, professionnels dans cette pratique, mais qui utilisent cet outil. J'ai eu pas mal de podcasts aussi. Je pense aussi à Frédéric Marcerou avec sa plateforme que je regarde beaucoup, qui m'a beaucoup stimulé. Donc voilà, pas mal de petites lectures, tout ça et tout, mais j'aurais pas Ok. de référence à te donner.
petite lecture régulière qui donne des microdoses de stimulation cérébrale pour entretenir les connaissances, on va dire. Exactement. Quand est-ce que tu as compris et comment tu as compris que ces compétences en haltéro et muscu pouvaient devenir un atout vraiment important pour te professionnaliser, notamment dans le milieu du football? Euh, Par le fait que je trouve que l'haltérophilie était trop peu utilisée dans ce sport-là, dans tous les sports, je pense, j'abuse un petit peu, mais dans pas mal de sports, c'est vraiment un outil qui est utilisé. Et c'est vrai que dans le football de haut niveau, par manque de temps, de moyens et peut-être de compétences aussi. C'est pas vraiment utilisé. Donc j'ai voulu un peu approfondir parce que ben, j'avais l'intime conviction que c'était vraiment un outil qui était intéressant. Ouais, c'est vrai que si on compare par rapport au rugby ou même au handball, Mm. c'est vrai que dans le foot, il y a une grosse marge de progrès pour l'intégration de l'haltérophilie et de la muscu. Mais nous, on avait pris le risque, je me souviens au Pôle Espoir, de faire ça, notamment chez des jeunes. Ça avait surpris pas mal de monde, mais bon, quand on voit les résultats qu'on a eus sur certains joueurs, notamment des joueurs que tu connaissais bien qui viennent du Lot-et-Garonne et qui sont maintenant des joueurs professionnels confirmés, je pense que on a eu un choix qui était plutôt bien réfléchi et qui a eu ses effets, mais pas que des effets à court terme sur les 2 saisons où on a mis en place l'altéro, mais qui ont eu des effets à long terme et qui ont permis à des joueurs d'avoir une vraie différence dans les qualités explosives pour pouvoir vraiment s'exprimer sur du très haut niveau. Au-delà de références sur des qualités explosives, je pense que c'est une carte générale sur la mobilité, sur la coordination musculaire. Si tout ça, en fait, ça leur a fait forcément du bien, surtout à l'âge à laquelle ils l'ont pratiqué. Ça Mhm. leur a laissé une carte de visite pour tout le reste, même s'ils en ont pas peut-être pas forcément refait. Je pense que ça les a forcément aidés pour tout le travail de musculation derrière, pour tout le travail de proprioception. On y reviendra dans l'avant-dernière partie du podcast. On parlera justement des effets à long terme et de l'intégration de l'haltéro chez les jeunes, puisque ça fait partie de ton parcours et c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et je pense que c'est vraiment là où on a une grosse marge de progression dans le développement du jeune athlète, en fait. Donc pour revenir un petit peu sur la partie, sur ton parcours, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le football ou est-ce que c'est le fait d'opportunités ou est-ce que tu avais d'autres sports en vue? Alors, les deux, c'est le fait d'opportunité, bien sûr, mais oui, ma première idée, ça a toujours été de travailler dans le foot, parce que c'est le sport que j'ai toujours pratiqué et que j'adore. Donc oui, c'était mon choix numéro un. Après, je me suis jamais exclu de travailler dans d'autres sports. Mais évidemment, oui, c'était le foot. Souvent les jeunes qui sortent de la fac ou de BP ou de DE, ils disent ah, comment il a fait ce gars pour obtenir son poste dans un club professionnel avec une équipe pro. Qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, de décrocher un poste dans un staff professionnel? Tu peux nous expliquer un petit peu le parcours, peut-être même le parcours du combattant que tu as vécu pour arriver à la position à laquelle tu es maintenant? On entend souvent dire que bah, souvent c'est peut-être du piston, de la chance. Je pense que évidemment le piston ça peut toujours aider. La chance, il y a toujours une petite part de chance. Mais je pense que c'est avant tout beaucoup de dévouement, être aussi à l'écoute des opportunités et voilà, pas avoir peur de postuler partout et de se montrer vraiment disponible en fait, même si on va commencer avec peut-être des salaires assez bas ou de grandes heures dans la semaine mais qui ne seront pas forcément payées. Voilà, je pense surtout voilà, avoir confiance à son projet et pas forcément regarder sur 6 mois, c'est vraiment le penser à long terme. Mhm. Ça peut être pesant et parfois ça peut réussir, je pense, à 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, mais voilà, je pense qu'il faut toujours avoir la conviction que ça va réussir et Mhm. vraiment tout donner. Ouais, t'as parlé de piston. Moi, j'aime bien.
employer le terme de recommandation et j'ai Ouais, souvent tendance à dire qu'on recommande des gens qui sont recommandables. Et c'est ça. je pense que toi, tu as été recommandé parce que tu es quelqu'un de recommandable, parce que tu as des compétences, t'as une passion. Et il me semble que tu avais commencé à intégrer le Paris FC via l'équipe féminine par un stage, il me semble, hein. C'est ça, oui, oui. Ben ouais, en sortie de licence, du coup, c'était en pleine période Covid. Euh, je devais trouver un stage pour le master. Il y a eu l'occasion, Paris FC qui se présentait avec une offre à laquelle j'ai répondu. Et voilà, Maxence Piolet, avec qui j'ai travaillé du coup pendant 3 ans par la suite, m'a pris en entretien et ça a plutôt bien marché avec le staff ensuite et on était plutôt en raccord sur nos idées. Mhm. Et ouais, c'est comme ça que je suis rentré là-bas. Ouais, donc t'as fait tes preuves sur un stage, puis après tu as pu avoir un contrat et après tu as gravi un peu les échelons, on va dire quoi. Ouais, c'est ça. C'était sûr que mon stage, j'étais pas le mieux payé. J'ai pas compté mes heures, mais enfin, je dis même pas ça, voilà, pour me vanter ou pas. Tout le monde fait ça et parfois ça marche, parfois ça marche pas. J'ai eu de la chance, ça a marché, mais c'est sûr que, voilà, faut pas réfléchir en termes de week-end dans ce métier. C'est un métier passion, on le sait. Et voilà, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'expérimentation, de recherche aussi personnelle en dehors du travail lui-même. Yes, yes, yes. Justement, par rapport à ce stage que tu as fait pendant ton master, c'est à ce moment-là que tu as lancé cette expérimentation d'intégrer de l'haltérophilie Hmm. chez des joueuses féminines professionnelles. Donc, on va passer à cette partie-là. Pourquoi tu as choisi de faire ton mémoire sur justement l'intégration de l'haltérophilie chez des footballeuses professionnelles? Parce que du coup, j'étais vraiment dans on va dire, cette ère où je m'intéressais vraiment beaucoup à l'haltérophilie. En ce moment-là, je la pratiquais et j'avais des convictions sur le fait que ça pouvait apporter énormément de choses. J'avais la chance d'être avec du coup Maxence qui était prépa aussi avec moi, Maxence Piolet, qui était vachement à l'écoute et vachement de l'expérimentation. Bon, Sandrine Soubéron aussi qui était la coach, qui était aussi à l'écoute de nouvelles expérimentations. Et voilà, quand je leur ai parlé de mon projet en leur disant que j'aimerais essayer d'intégrer de l'haltérophilie, je leur ai dit ouais, pourquoi je pensais que ça allait être un plus. Bon, ben, ils ont de suite été à l'écoute et ils m'ont laissé l'opportunité d'essayer d'intégrer. Et voilà, je pense ouais, par conviction. Et Ok. j'ai eu la chance quand même d'avoir un staff aussi qui est à l'écoute. Ouais, donc si je résume, tu avais toi vraiment l'ambition et l'intérêt de mettre quelque chose en place sur l'altéro et en plus ça a rencontré une opportunité avec un staff qui était relativement ouvert d'esprit pour pouvoir mettre en place quelque chose de quand même assez novateur dans le football et a fortiori dans le football féminin. Un staff est aussi une équipe parce que Ouais. le staff accepte, mais après, c'était aux joueuses de soulever des barres. Ouais, tout à fait. Mais justement, j'ai une question là-dessus. Comment les joueuses, elles ont réagi à l'intégration de l'haltérophilie, puisque c'était sûrement quelque chose d'un petit peu nouveau pour la plupart d'entre elles. On a quand même des joueuses qui avaient un bon passé à haut niveau. Je pense à des Gaëtan Siné, voilà, donc ça facilite un peu la chose parce que dans leur carrière, dans leur passé, elles avaient déjà connu un petit peu euh, une pratique de la force, de la musculation quelques années auparavant. Donc, c'était pas quelque chose de méconnu qui arrivait comme ça où elles se disent mais qu'est-ce qu'il essaye de faire quoi. Ouais, j'ai en Euh, tête une vidéo de Fred Aubert, qui a été préparateur physique de l'équipe de France féminine, qui justement initie les joueuses il me semble que c'était à l'épaulé. Paris FC, ça fait partie des top clubs féminins, donc il y a dû y avoir des joueuses qui ont été en équipe de France et qui ont peut-être déjà touché des barres avec Fred Aubert au préalable. c'est ça, je pense qu'elle en avait déjà touché. Et après, évidemment, le reste, bon, il y en avait pas mal il y en avait plus qui étaient quand même réticentes que d'autres qui n'étaient pas réticents, mais bon, euh, par la communication et en leur expliquant les intérêts, il y a pas eu de problème, c'était quand même un groupe assez ouvert. Ça a Ok. vraiment facilité. Et les réticences, c'était par rapport à quoi principalement? C'était par rapport au fait qu'elles allaient avoir mal au dos et que
et qu'elles allaient avoir des courbatures et qu'elles allaient être moins bonnes en match. Voilà les gros préjugés. Ouais, Et, et je pense pas avoir eu de ouais, mais je vais prendre trop de muscles et je vais être lourd, peut-être une ou deux joueuses. ouais. Mais bon, voilà, c'était les deux, trois clichés auxquels on s'attend et auxquels en général on a des réponses, quoi. Tu peux nous parler un petit peu du protocole, des exercices que tu as choisis et pourquoi tu as choisi de mettre en place particulièrement ces exercices? Ouais, alors sur les exercices choisis, étant donné que c'était pas un public averti sur ce genre de pratique, je suis resté sur, on va dire, les exercices les plus simples de réalisation. Donc, je suis resté qu'autour du clean, qu'autour de l'épaulé. De mémoire, j'avais du tirage lourd d'épaulé, de l'épaulé des genoux, et je pense que peut-être un squat d'épaulé et de l'épaulé. Donc, je crois que j'avais ces quatre exos. Ouais, Donc, l'idée, c'était. Ouais, non, c'est ça, j'avais ces quatre exos. Donc, l'idée, ouais, c'était de rester quand même autour du même mouvement et où il y avait le moins de biais par rapport à la technique qu'elles auraient pu avoir. ouais, effectivement, c'est beaucoup plus simple de proposer des exercices autour de l'épaulé que de proposer des exercices autour de l'arraché, du fait Ça. de la trajectoire de barre qui est beaucoup plus courte à l'épaulé et en plus de la posture de départ qui est quand même beaucoup plus simple qu'à l'arraché. Exactement. Alors, il me semble que tu avais fait une seule séance par semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une seule séance par semaine, par rapport au contexte notamment? C'est ça, c'était principalement par rapport au contexte. J'avais fait d'abord deux séances d'initiation avec un petit peu des barres à vide. Je pense qu'on était monté à 30, 40 kilos au max, mais où vraiment c'était un peu plus sur l'individuel, sur le groupe qui passait pour que vraiment pas commencer le cycle à devoir essayer de corriger principalement que des défauts techniques. Voilà, pour qu'elle soit un minimum avertie avant de commencer le cycle. Et ensuite, oui, c'était un cycle qui était assez court, de 6 semaines, avec une séance par semaine, donc 6 séances au total. Pourquoi une séance par semaine? Parce que on était dans un contexte de très haut niveau, avec un objectif de qualification en Ligue des Champions, donc de troisième place à aller chercher. Donc, même si le staff est ouvert d'esprit, il va pas me laisser faire deux, trois séances et potentiellement nuire à la performance Mhm. des joueuses. Parce que bon, c'était un Ouais, public qui n'en avait jamais fait. Ça aurait été un peu ridicule de faire deux ou trois séances, effectivement, sur ce coup-là. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité de faire qu'une séance par semaine. Évidemment, c'est peu pour espérer avoir des résultats. Mais au-delà d'espérer d'avoir des résultats, l'idée, c'était quand même aussi de montrer que on pouvait, euh, on pouvait intégrer cet outil en plein milieu d'une saison compétitive. ouais, je me souviens parce que je t'avais suivi sur ton mémoire sur le plan universitaire et ouais, la grosse conclusion c'était bon mais c'est faisable de mettre ça en place sur du haut niveau en pleine saison, quoi. C'était peut-être le résultat principal, Ouais. au-delà des mesures que tu as pu faire, on les abordera après, les mesures que tu as fait. Mais ouais, déjà, l'aspect faisabilité, c'est quelque chose de très, très important. Souvent, on entend dire dans le sport de haut niveau, ah, on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça, parce qu'on est tout le temps en train de faire de la récupération. Mais en fait, à tout le temps récupérer, on a l'impression qu'on se désentraîne aussi, quoi. Ouais, peut-être parfois aussi parfois de moyens humains. Ça reste quand même une discipline qui est dure à faire. Et on peut pas tout seul à faire de l'haltéro à 15 personnes en même temps. Ouais, c'est clair. Déjà, il faut les infrastructures, 15 bars, puis il faut réussir à avoir l'œil, c'est compliqué. Donc, Mhm. ça, c'est la première chose. Et puis bon, il y a toujours ces petits préjugés qui font que la plupart pensent que c'est pas un bon outil. Ouais, clairement. Voilà, le Paris FC avait la chance d'avoir quelqu'un comme toi de former à la pratique, ce qui est, à mon avis, pas le cas dans beaucoup de clubs, y compris de Ligue 1. C'était quoi tes attentes initiales en termes de résultats? Bah, comme je t'ai dit, compte tenu du faible nombre d'entraînements, je m'attendais pas
de gros résultats en termes de puissance. L'idée, l'étude, c'était essayer de voir s'il y avait une augmentation des capacités de puissance de manière générale, donc sur la détente verticale, la puissance horizontale, sur les changements de direction et peut-être un autre facteur dont j'ai oublié. Ouais, si je me souviens bien, tu avais fait, ouais, t'avais dû faire du CMJ, tu avais dû faire du sprint sur 30 mètres avec des splits tous les 5. Et il me semble que tu avais fait le 5-0-5 pour les C'est changements de direction, ouais, exactement. de mémoire. Donc, il y avait pas eu d'effet significatif sur ces Non, différentes performances explosives, mais des fois, on peut se dire, quand on est sur une saison où les joueuses enchaînent les matchs, le fait qu'elles maintiennent la perf, hein, des fois, c'est ça. c'est quelque chose de quand même assez positif, quoi. C'est aussi ça. Après, il y avait aussi, à côté, on peut se dire aussi, sans regarder les statistiques, c'était sur une période de 6 week-ends d'affilée où il y avait un match. Il y a eu 6 victoires d'affilée. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que c'est grâce à l'haltéro, ouais. Loin de là. Mais en tout cas, l'haltéro n'a pas entravé à la performance sur ces 6 semaines d'affilée. Et ça, c'est quand même aussi une bonne chose pour après le mettre en place sur la durée. Ça a montré que ben, j'ai peut-être eu de la chance, hein. Si on avait perdu les 6 matchs, peut-être qu'on m'aurait dit, ah, c'est à cause de l'haltéro, c'est possible. Bon, là, j'ai eu de la chance, on les a gagnés, mais en tout cas, je pense pas que ça a eu de réel. Euh, ça a été bien ça a été bien pour elle, c'est sûr. Pour avoir travaillé un petit peu dans le foot, effectivement, on aime bien chercher les coupables quand on perd et on oublie de regarder ce qui peut nous faire gagner quand on gagne, au-delà de l'aspect technico-tactique mis en place par le coach. Ouais. D'après toi, ça aurait été faisable de faire des séances un petit peu plus longues ou plus de séances dans la semaine avec le recul que tu as? Parce que là, il me semble que c'était des séances de vraiment microdose, hein, c'était 30-40 minutes, c'est ça? 40 minutes, ouais. Ouais. Je pense qu'une séance de 40 minutes, c'est suffisant. Je vois pas vraiment d'intérêt, surtout sur ce genre de public qui n'en fait pas, et compte tenu de tous les entraînements à côté. Je pense que c'est possible d'en rajouter une deuxième, je suis sûr même. Euh, mais faut individualiser. On peut pas rajouter 2 séances pour un groupe. Ouais, ouais. Qui dit individualisé, dit nécessité d'avoir du staff. Donc, Ouais, d'avoir du staff et aussi je pense pas que on peut faire ça pour tous les joueurs aussi. Il ouais, reste quand même la composante de, j'ai plus le mot, mais de vouloir le faire. Si le ouais, joueur motivationnel. si le joueur est réticent 2 fois par semaine, il y aura pas d'intérêt. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a toutes ces choses à prendre en compte, mais je pense que oui, 2 séances de 45 minutes dans la semaine, bien placées, euh, c'est tout à fait possible et même bénéfique. Ouais, ouais, et peut-être si on raisonne en termes global sur tout le travail physique qu'on va faire aux joueurs dans la semaine. Donc, on a parlé de l'aspect microdose, donc faire des séances assez courtes mais très efficaces, très ciblées sur certaines composantes. Donc, pourquoi pas de l'haltéro et après tout ce qui est travail de renforcement musculaire avec de la muscu plus classique, du travail sur les ischios type nordique qui, je pense, est indispensable maintenant dans le foot et a montré son efficacité, tout ce qui est travail de pliométrie, tout ce qui est travail de sprint. Donc dans le sport collectif, il y a quand même pas mal de cases à cocher pour se dire, bon, mais j'ai fait le job sur le plan physique. Donc effectivement, l'haltéro, c'est une des cases, mais c'est surtout pas la seule case, quoi. Complètement. Non, complètement. Voilà, après, c'est à faire aussi avec les habitudes de chacun. Je pense à un joueur ou une joueuse qui a telles habitudes depuis 15 ans de carrière. Ce serait bête d'essayer de venir lui changer si jusque-là il a performé. Même Mm. si on a la conviction que ça peut lui apporter que du bénéfice, il faut que tout soit raccord entre le joueur et soi et la pratique. Yes, yes, yes. Donc si je résume un petit peu ton mémoire, ce qu'on retient, c'est que c'est faisable Ouais, de mettre en place l'haltéro dans un contexte de football féminin de haut niveau et que ça n'entrave pas la performance. Donc la performance, complètement. pourquoi pas essayer dans vos clubs de mettre ça en place.
On va parler de l'intérêt de l'haltéro muscu dans le football de haut niveau en général, en intégrant aussi les hommes. On a parlé un petit peu de l'intérêt pour tout ce qui est performance explosive. Est-ce que tu vois d'autres intérêts à intégrer régulièrement au quotidien par des microdoses de l'haltéro et de la muscu dans la semaine du joueur de football? Tu dis au quotidien, ouais, c'est vraiment tous les jours. Ouais, tous les jours, enfin, de manière régulière, de manière hebdomadaire. C'est quoi les bénéfices qu'on attend de ces pratiques-là? Oui, on peut y avoir un réel intérêt rien que sur de la mobilité, de l'activation. Ça c'est certain. Ça permet d'entrer avant de peut-être de commencer un entraînement, euh, venir chercher des amplitudes musculaires et articulaires qu'on pourrait peut-être pas aller chercher avec simplement un squat, un demi-squat, comme on peut voir. C'est un intérêt aussi en termes de coordination. Voilà, après, le tout, c'est de savoir bien gérer la dose et pas essayer de mettre des grosses barres tous les jours. Mais oui, mettre peut-être un jour un peu plus apporté pour progresser en mobilité, un autre jour un peu plus sur le développement de la force, un autre sur le développement de la puissance. Voilà, réussir à bien les mettre aussi en fonction des entraînements de la semaine. C'est comme Ouais. ça. Voilà. Donc tout Ouais, et est dosé et justifié, ouais, très Ouais, bien. doser, justifier, planifier en fonction des charges d'entraînement, comme tu l'as évoqué, en fonction de la position du match, en fonction peut-être aussi, tu me confirmeras, de si le joueur est un titulaire ou plutôt un remplaçant. Oui, oui, forcément, on ne mettra pas la même dose un titulaire et un remplacement. Ça, c'est certain. Ouais, t'as parlé de mobilité, donc je pense que ça peut donc être intégré dans tout ce qui est prévention des blessures aussi. Ouais, complètement. Je pense que, sans parler de charge, mais faire un squat d'arraché, bah, clairement, on a fait les tests de pré-saison. La position squat d'arraché, on vient la regarder, quoi. Ça fait partie d'un de nos tests, justement pour essayer de voir la mobilité du joueur Ok, et d'en tirer certaines conclusions. Donc, ouais, c'est un bon outil pour le travail de mobilité. ok. Et au-delà des aspects, on va dire, physiques, de prévention des blessures, est-ce que tu vois des intérêts sur le plan psychologique de proposer régulièrement un travail d'haltéro-muscu? Là, récemment, j'en fais beaucoup, surtout avec les gardiens. Et les gardiens, on va dire, ils ont un profil un peu différent des profils des joueurs de champ. Et même s'ils sont dans une équipe, ils sont 11, ils sont quand même tout seuls derrière. Et donc, psychologiquement, ils ont toujours besoin plus que les autres joueurs. Ça, c'est mon avis, hein, mais à se sentir prêt et à tout mettre en œuvre pour se sentir fort. Donc ouais, l'haltéro, réussir à soulever une barre, se sentir fort sous une barre sans trop se déformer, je pense que pour quiconque, c'est ça fait du bien à la tête quoi, de se sentir Ouais, fort en fait, rien que cet aspect-là. Et aussi, si on arrive à mettre des feedbacks de vitesse de barre, ou des feedbacks même de technique, de vidéo ou même sur les poids. Ça permet de quantifier la progression tous ces mecs-là, ils se sentent meilleurs. Et ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, je vois. Donc, si je synthétise un peu ce que tu as dit, ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur Exactement. l'aspect motivation parce qu'on se voit progresser. Je pense que ça peut aussi jouer sur l'aspect concentration. Ouais, c'est ça parce que quand tu dois retaper la même barre que d'une séance à l'autre, bah, la première séance, t'étais bien, la deuxième, la troisième, la quatrième, t'es moins bon que la première, tu comprends pas. Bon, t'as une question un petit peu de persévérance, essayer de régler tous les petits détails qui avant t'avais pas besoin de régler. Je pense que tout ça, c'est un bon outil psychologique et mental aussi, même si on n'y pense pas du premier abord. Yes, yes, yes. Tu as parlé là, des gardiens de but, qui est un profil de joueur particulier. Tout à l'heure, tu as parlé des joueuses, avec des joueuses éventuellement qui ont beaucoup d'expérience.
Tu as dit 15 ans de pratique avec certaines méthodes. À quel profil de joueur ou de joueuse tu recommanderais prioritairement de faire du travail type haltéro-muscu? D'après toi, est-ce que tous les joueurs devraient intégrer à minima ce type de travail dans leur semaine? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des profils qui devraient éviter ce type de travail? Non, je recommanderais pas à tous les joueurs d'utiliser ce type de travail. Pour la bonne et simple raison que et non, la plupart réussissent à performer sans. Mais donc voilà, je peux pas dire qu'il faut en faire pour tout le monde. Ça, ce serait faux. Mais par contre, dire que tout le monde peut en faire et que tout le monde peut y trouver un bénéfice, je pense que c'est vrai. Sur diverses choses, comme on a dit, donc la mobilité, la coordination, enfin, je vais pas répéter, mais le gain Ouais. de force, le gain de puissance. Donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des profils de joueurs qui sont, on va dire, tout frêles, Mm. pas très explosifs. Euh, on peut le voir de plusieurs manières. Bah, soit sur ces joueurs, ça va être compliqué de leur faire encaisser la charge, surtout avec la charge de la saison. Donc, on essaie de leur en mettre, mais sans trop charger. Ils vont juste essayer de mettre de la vitesse. Voilà, on peut le faire travailler un peu plus en vitesse et en coordination, ou au contraire se dire, bon, mais voilà, ça c'est un axe à faire développer. En fait, tout dépend du contexte, tout dépend des possibilités qu'on a et des objectifs, mais tout est envisageable avec n'importe quel profil. Ensuite, par contre, évidemment, il y a des profils qui vont plus facilement réagir Mm. à ce type de travail. Si c'est des Ouais. joueurs plus adeptes au travail de musculation de base ou qui en ont déjà fait, bah forcément, ça va être plus simple de leur en intégrer et ils vont mieux l'assimiler, ça c'est certain. Ouais, j'ai l'impression qu'en 2025, les joueurs de foot avec des énormes physiques sont plutôt rares. Si je compare par rapport au rugby, au handball, où tu as l'impression que tu n'as que des monstres. Tu vois, dans le foot, les profils Cristiano Ronaldo, Adama Traoré, Erling Haaland, j'ai l'impression que c'est plus des exceptions que la norme, tu vois. Ouais, bah forcément, qui dit la plupart du temps plus de masse peut dire parfois un peu moins de vitesse. Le foot, c'est un sport qui a besoin de vitesse. Ça dépend de certains cas. Je suis d'accord. Si tu me dis, regarde les sprinters, oui, Usain Bolt, Ouais. il était lourd, etc. Ouais, tu regardes Adama Traoré, Erling Haaland, c'est quand même des mecs qui accélèrent très fort et qui vont très vite. Donc, tu vois, je suis pas sûr que. Je l'ai souvent entendu, tu vois, qu'on dit, ouais, le mec, il a de la masse, il va être lent. Je suis pas sûr que ça soit corrélé, peut-être l'inverse, tu vois. Non, non, bien sûr, mais ouais, justement, ça, enfin, c'est ce qui se dit dans leur tête. Ouais, tout à fait. J'ai même entendu des coachs qui disent, ouais, lui, il est trop musclé, il va pas Ouais. avancer, il va se blesser. Alors que, tu vois, c'est peut-être tout l'inverse. Le mec, il est très musclé, il va peut-être. Justement être protégé des blessures et il va peut-être être plus explosif, plus résistant dans les duels. Donc, ouais, tu vois, je pense qu'il y a énormément d'idées reçues, notamment dans le foot. Et encore plus avec l'avènement, il y a quelques années, je dirais même maintenant, dizaines d'années de ce qu'on appelle la périodisation tactique, où on a fait croire à beaucoup de personnes qu'il fallait travailler le physique dans le foot que par le jeu et les jeux. Je pense qu'on commence à y revenir un petit peu sur ce concept de périodisation tactique. Justement, par rapport à comment convaincre un coach ou un staff sceptique à intégrer du travail très dissocié comme ça d'haltérophilie musculation, ça serait quoi pour toi les arguments ou comment tu as pu procéder toi pour convaincre un staff, même si tu nous as dit que tu es tombé avec des staffs qui étaient plutôt ouverts d'esprit, ce qui est plutôt rare dans certains sports et notamment dans le foot où on est très à cheval sur être bon au foot en faisant du foot et pas trop autre chose. Dans un premier temps, je pense que ouais, faut une bonne ouverture d'esprit en face. Plus il y aura d'ouverture d'esprit, plus ce sera simple. Après, il faut savoir avoir les bons arguments et pas vouloir l'amener de manière trop rapide. Je pense que il y a beaucoup de préjugés. Il faut de suite essayer de les déconstruire et amener de la sérénité, quitte à faire le choix de, de faire, pas forcément pour développer au début, même si on pourra aller plus rapidement. Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis Faut plutôt parfaitement d'accord avec toi et c'est c'est ça. un peu
le process que j'avais eu sur les petits du pôle au foot, je savais qu'on pouvait faire beaucoup plus lourd, beaucoup plus vite, mais je savais qu'il fallait pas faire peur. C'est ça, faut pas Du faire coup, peur, c'est des habitudes à avoir, à donner, et quand on te laisse l'occasion de le mettre en place, bon, ben, faut se faire petit, faut dire, OK, maintenant, je vais y aller progressivement, et puis on a le temps, quoi. Évidemment, faut pas le voir, en fait, sur les 4 6 prochains mois, mais plutôt sur une vision à long terme. Ouais, ouais, ouais. Souvent, comme tu l'as dit, on entend les problématiques liées au dos. On s'est dit, ah bon, les gars, on a commencé avec des petites charges. Bon, les gamins, ils ont juste senti qu'ils avaient le dos qui travaillait, c'est normal. Personne n'a eu de problème de dos. Bon, peut-être qu'au final, c'est pas si mauvais que ça pour le dos. Donc, allons-y, continuons. Ça, c'est certain que c'est pas si mauvais que ça pour le dos. Mais oui, sur une saison, voilà, faut, je pense, bien mettre en place ses objectifs sur la saison, et parfois accepter que bah, décaler un objectif, décaler encore plus tard, si on a l'impression que c'est pas appris parfaitement, voilà. Accepter de parfois reculer, prendre plus de temps que nécessaire, mais parce que au final, après, voilà, ça arrivera à se faire accepter. Ouais, Ce sera que bénéf. Mais oui, ouais, c'est accepter de prendre le temps. Et ça peut être plutôt compliqué, d'autant plus dans des milieux où le sport enfin, le foot de haut niveau, même le sport de haut niveau en manière générale, mais le foot ouais. encore plus, où on n'a pas tout le temps le temps. Mhm. On n'a pas Ouais, tout le temps. ouais, et comme tu l'as bien dit, vaut mieux commencer petit pour pas choquer et ensuite y aller étape par étape et pas faire des bons trop gros pour pas non plus choquer, quoi. C'est ça, faut bien montrer que avec l'haltérophilie, j'ai l'impression que je le répète beaucoup ce mot, mais ce sera un outil, mais pas une pratique à côté, quoi. Mhm. Yes. Avec l'expérience que tu commences à accumuler dans le foot, c'est quoi les erreurs que tu as pu observer dans l'application de la musculation ou de l'haltéro dans le foot? Je vais peut-être pas te parler de forcément sur l'haltéro, mais de l'intégration de la force de manière générale, parce que j'ai pas énormément de recul moi sur les années que j'ai fait de l'intégration de l'haltéro. J'ai pas vu beaucoup de personnes passer à côté de moi ou autre en maître, mais sur le travail de force, de muscu, etc. de manière générale, c'est ce dont on vient de parler, c'est vouloir le mettre direct, vouloir charger direct, sans se préoccuper du fait que certains joueurs sont pas capables. Ouais, ouais, parce que si on Et- se projette dans le contexte du foot, tu as souvent des adultes qui sont des débutants en musculation, en fait. ouais, voilà, clairement c'est ça. Et on se dit, mais c'est pas normal, il va s'adapter. Mais non, parce qu'en final, la personne qui va faire que potentiellement tu peux pouvoir continuer cette pratique, c'est le joueur. Et si le joueur il se sent pas bien, il se sent mal, il a des couvertures pendant 3 jours après ce travail-là, ben, ça y est, tu le perds. Ouais, Et en fait, c'est juste inutile. Donc, encore une fois, c'est prendre le temps de monter les charges petit à petit, même si on a l'impression qu'on n'est pas vraiment en train de travailler. Mais voilà, c'est accepter de prendre le temps. Et pour ça, c'est plus simple quand on arrive à s'inscrire sur un projet sur plusieurs années, ça c'est sûr. ouais, et la vraie complexité dans le foot, tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est que ben, des fois, tu es tout seul avec 15-20 joueurs et que en fait, il faudrait peut-être au sein de ce groupe de 15-20 joueurs, il faudrait 3-4 niveaux de séances différentes. C'est vrai à la hausse comme à la baisse, hein. Je sais pas si tu te souviens, quand on avait mis en place de l'haltéro sur le pôle, on avait des gamins qui étaient montés sur des tirages lourds à des barres. Bon, on ne dira pas les chiffres, mais Ouais, toi et moi, on les connaît. Et les trucs, à la sortie, ouais, ouais, à la sortie du pôle, tu as des gamins qui sont repartis pendant 2 ans avec un bâton et une barre à vide, alors que 3 mois avant, ils levaient des barres à 3 chiffres, quoi. peut-être certains qui ont même jamais retouché de barre. Ouais, ouais, certains qui n'ont jamais retouché de barre, alors que ouais, ils avaient développé des compétences et l'idée, ça aurait été de continuer dans la progressivité. Et en fait, ils sont tombés dans la négativité de la progression de la charge d'entraînement, quoi. Voilà, si tu veux intégrer l'haltéro, pour moi, faut pas se dire je vais l'intégrer à tout le groupe. Faut commencer par un petit groupe, des joueurs qui sont friands de ça. Ouais, On a toujours un, deux ou trois quand tu leur expliques, voilà.
Je sais que en Ligue 2 l'année dernière, c'était avec tous les gardiens, j'en faisais toutes les Ok. semaines. C'était vraiment le profil qui était plus friand de ce travail. Et après, je pouvais intégrer quelques exercices sur des programmes individuels pour d'autres joueurs parce que je savais qu'ils avaient le bagage technique aussi pour le faire. Et Ouais. aussi parce que je savais que j'allais être tout seul pour un, deux ou trois joueurs max. Et en fait, il allait pouvoir faire l'exo avec mon œil à côté qui regarde s'il fait bien, quoi. Ouais, ouais, Et- t'as parlé des gardiens. Je pense que les gardiens, ils ont déjà des compétences posturales qui vont faciliter leur intégration dans la pratique de l'haltéro. Alors que je pense que c'est pas le cas de Non, beaucoup de joueurs de champ. Souvent, quand je fais les cours en STAPS, j'arrive à détecter quel sport font les étudiants. Et c'est vrai que les footballeurs font partie des joueurs qui ont le moins de compétences d'un point de vue postural. Mais tu vois, justement, quand on a le temps de les amener petit à petit à un développement de compétences sur la posture, je pense que c'est ceux qui, au bout, tu vois, de 3 4 mois de pratique, commencent à te dire, ah, ben, j'ai senti que l'haltéro, ça m'a fait du bien. Parce que ouais. j'étais raide comme un bout de bois, j'arrivais pas à placer mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Maintenant, je sens que j'ai libéré quelque chose dans mon corps. Ah, mais c'est clair. Quelle place tu donnes justement à l'apprentissage technique de l'haltérophilie chez des joueurs pros? Parce que tu as évoqué le fait que tu es contraint par le rythme de la saison. Tu as évoqué néanmoins que c'est important qu'ils aient une certaine base technique pour pouvoir lever certaines charges. Donc ça serait quoi pour toi la limite pour te dire, bon, ben là c'est bon, ils ont les compétences pour que je puisse charger un petit peu? Je pense que c'est déjà pas vouloir s'éparpiller, rester sur le même mouvement. Mais encore une fois, l'arraché, j'en ai fait, je fais du tirage d'arraché et je suis resté là, je suis pas allé plus loin. Je suis resté beaucoup plus sur les polettes avec les gardiens parce Ouais. que je pense qu'il faut rester d'abord sur maîtriser un mouvement pleinement et avant d'essayer de faire un peu de tout. Mais à quel moment on peut dire on peut charger? Je pense qu'on peut commencer à charger dès le début. En soi, ça dépend comment tu appelles charger. Mais Ouais, bah, sur un mouvement style tirage lourd, on peut, à partir du moment où la posture de départ voilà. est bien positionnée, à partir du moment où tu arrives à garder la posture sur le premier tirage, la transition, le second tirage, bon, c'est pas un mouvement qui est très compliqué. Par contre, effectivement, si on proposait de l'arraché technique, je pense qu'on pourrait pas charger pendant 3 4 ans. Donc Ouais. effectivement, je pense que tu fais bien de cibler déjà sur de l'épaulé et sur des mouvements semi-techniques de renforcement musculaire spécifique, quoi. Non, mais par exemple, sur du tirage lourd d'épaulé, je, je, je sais que j'ai commencé par ça. Donc l'année dernière, mon cycle avec les gardiens et j'avais deux jeunes à l'intérieur qui n'avaient jamais pratiqué l'haltérophilie, qui n'avaient pas de un gros passé non plus de musculation, je pense. Et quand même, au bout de la deuxième séance, on a chargé sans problème parce que ça vient quand même assez rapidement. À force de répétition, c'est quand même, on peut quand même trouver des mouvements, des semi-techniques, des mouvements de base, et qui sont pas ultra complexes non plus. Voilà, les deux mouvements, oui, ils sont complexes, mais il y a plein de semi-techniques à côté qui sont vraiment faciles d'accès. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc ouais, ça, c'est une vraie recommandation qu'on peut faire à nos auditeurs. Complètement. C'est ouais, vraiment utiliser les mouvements semi-techniques et pas vouloir rentrer directement par la complexité des mouvements techniques d'haltéro qui seraient au final contre-productifs et qui ne Et permettraient pas de même pas charger utile. des. Même pas Ouais, utile. et même pas utile, ouais, Je, plutôt dangereux qu'utile, on va dire. je m'en fous clairement que mon joueur il a un gros et pour les jeter, je m'en fous. Ouais, Ça va rien apporter, ni à lui, ni à moi. Mais par c'est clair. contre, toutes les semi-techniques autour vont être intéressantes. Ouais, ça nous intéresse plus qu'ils soient capables de lever lourd et rapide sur un tirage lourd, par exemple, que d'avoir un gros max à l'épaulé, quoi. C'est ça. Donc, on a évoqué le fait que ben, des fois, tu recevais des joueurs sur le niveau pro qui n'avaient pas trop pratiqué et qui n'avaient pas trop de background en haltéro et en muscu. Donc, ça pose la question de quand est-ce qu'on commence à intégrer l'haltérophilie et la muscu dans le process de formation du joueur. Donc, on va passer à cette partie-là.
pour toi, dans un monde idéal, dans un football qui serait complètement ouvert, à partir de quel âge tu recommanderais d'introduire un travail de type haltéro-muscu chez le jeune joueur? Je pense que l'apprentissage technique, il peut arriver dès le plus jeune âge, sans problème. Ouais, dès l'école de foot, hein, un Oui, oui, bien gamin sûr. un gamin de 5-6 ans, il peut sans problème lever un jalon, il peut lever sans problème une baby bar. Je pense qu'à partir du moment où il peut courir pendant 60 minutes sans s'arrêter, faire des changements de direction, des sauts à une jambe, des roulades, je pense qu'il peut faire l'initiation avec un bâton. Ouais, je suis pas sûr que. Ouais, d'un point de vue mécanique, je pense pas que ça soit plus stressant de lever un bâton ou même une baby bar que de réceptionner à un pied, comme tu l'as dit, ou de faire des roulades. Ouais. Exactement, non, non, ouais, non, dès le plus jeune âge, ouais, sans problème. Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Plus le faire tôt, ça permet aussi de diversifier les pratiques. Souvent, beaucoup de joueurs qui ont fait du foot, qui ont commencé à 5 ans, qui ont fait que ça, qui ont eu qu'une pratique. Et dans tout leur schéma moteur, après, ça se voit. Ils sont habitués qu'au foot, mais Ouais, c'est quand limité, il y ouais. a autre chose à faire, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, quand on regarde les études sur le développement athlétique long terme, les auteurs sont assez d'accord pour recommander une pratique extrêmement diversifiée et sont d'accord aussi pour dire on spécialise relativement tard finalement, quoi. Complètement, ouais. Non, Je pense complètement. que dans un plan de formation à long terme, tout ce qui est haltéro, musculation, développement athlétique avec du travail de motricité athlétique, je pense que ça doit avoir sa place dès le plus jeune âge. Et je pense que pour faire un bon joueur de foot, faut pas faire que du foot. Non, non, non. Je pense de manière empirique, on peut voir que les joueurs qui sont le plus à l'aise, qui sont le plus à l'aise, même qui peut-être se blessent le moins parfois, c'est ceux qui ont une spécialisation un peu plus tard. Ouais, 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 effectivement, quand tu dis se blesse le Ouais, moins, ça renvoie à la durabilité du joueur. Donc je pense que ouais, pour c'est avoir ça, un exactement. joueur durable, il a intérêt à avoir une pratique diversifiée. Et sur les études le montrent bien, hein. Des personnes qui ont pratiqué tôt des activités telles que l'haltéro ou la muscu ont des tendons plus solides, ont des ligaments plus solides. Donc bon. Sans vouloir faire de raccourcis, on peut quand même se dire que si tu as des tendons plus solides, si tu as des ligaments plus solides, tu as un risque de blessure arrivé à l'âge adulte qui va être quand même réduit, quoi. Ah, mais c'est sûr et certain. Et est-ce que chez les jeunes, toi, tu es d'accord à 100% avec l'idée de privilégier la technique avant de charger? Oui, 100%, ça c'est certain. Faut privilégier la technique, mais à partir du moment où la technique est bonne, on peut charger sans problème. Ouais, Euh, bien d'accord avec toi. Je voulais pas te tendre la perche, mais j'attendais cette réponse-là. Et effectivement, je ah, pense non, que non. faut pas avoir peur de charger un gamin, hein, qu'il ait 10, 12, 14, 16 ans. Je Ouais. pense, enfin, tu vas me donner ton avis, mais quand on commence à faire charger des gamins parce qu'on se dit, bon, mais c'est bon, ils ont 16 ou 18 ans, ils ont passé l'âge fatidique pour mettre de la charge. Je pense qu'on commence à charger, mais beaucoup trop tard, en fait, quoi. Et surtout que la logique est bête. Je parle pour l'haltéro comme pour la muscu, mais on se dit il faut attendre que la croissance soit passée pour charger, alors que la pratique de la force, de la muscu, de l'haltéro, ça améliore la croissance. Donc, Et souvent, on oublie l'aspect plasticité. Et ouais, si effectivement les aspects croissance sont passés, l'aspect forte plasticité est aussi passé. Donc on a loupé le train en fait. exactement. Ouais, exactement. Voilà, donc le message qu'on peut faire passer aux gens des clubs qui vont nous écouter, c'est n'ayez pas peur à partir du moment où vous avez les compétences à proximité de chez vous de faire charger des gamins à partir du moment où le background technique il est suffisant. C'est pas une question d'âge, le fait de charger une barre ou pas, c'est plus une question de maîtrise technique et de maîtrise technique qui va évoluer progressivement au fur et à mesure qu'on maîtrise la charge en fait. Et puis le poids en lui-même, la charge sur la barre, en fait, on s'en fout. Ce qui importe, c'est qu'elle soit corrélée avec la capacité du joueur.
Mhm. complètement, qui est 30, 40 ou 80 kilos, bon, ben, si 80 kilos, c'est 60% de son max et il est capable de le faire de manière très bien, techniquement, bon, ben, 80 kilos, c'est pas trop lourd pour lui. 80 Ouais, kilos, c'est OK. ouais, c'est ça. Comme on l'a dit, on a fait lever des barres à trois chiffres à des gamins de 13 ans, mais on l'a fait parce que on savait que d'un point de vue technique, ça suivait. Et inversement, toi comme moi, on ne ferait pas lever des barres de 50 kilos à des adultes qui ne sont pas capables techniquement de lever 50 kilos. Donc, comme dirait Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge, tu me parles plutôt de maîtrise technique. Je suis pas sûr qu'il ait dit la dernière phrase, mais Ah, ouais, j'ai un peu, il j'ai un aurait peu pu. rajouté à la fin. Mais, euh, mais oui, et puis bon, on parle des joueurs que tu as fait charger, mais il y a des joueurs aussi qui, par contre, n'avaient pas la maîtrise technique et qui n'ont jamais chargé leur barre aussi. Mhm, Voilà, donc tout à ça fait. va dans les deux sens. Ouais. D'un point de vue stratégie de formation, d'après toi, ça serait quoi la manière d'introduire ces activités-là dans le football? Autrement dit, comment tu penses qu'on pourrait sensibiliser les éducateurs de football et les formateurs, j'entends par formateurs les personnes qui travaillent dans les centres de formation et dans les pôles espoirs, à l'importance de ce type de travail dès les jeunes catégories en fait? Je pense qu'il faut, comment dire, faut montrer tous les intérêts qu'on a déjà précisé tout au long de la vidéo et pas être brut, pas parler forcément de suite de charge. Essayer de vraiment rester loin du fait de dire ah, on va soulever des barres lourdes. Non. Mais dire voilà, soulever des barres, faire du travail de force, faire du travail d'explosivité, avoir l'idée de soulever une barre le plus rapidement possible en gardant un bon schéma, ça va être que bénéfique. En fait, je pense que c'est la manière dont déjà on va amener les idées, ça va favoriser l'intégration Mhm. et permettre de supprimer tous les préjugés qu'on a déjà. Et puis après aussi, il faut des personnes formées. Est-ce que, par exemple, tu pourrais imaginer un partenariat de formation entre la Fédé d'Altéro, des clubs de foot ou avec carrément la Fédé de foot, où on pourrait expliquer les bienfaits et surtout la méthodologie de progression qu'on pourrait avoir avec des jeunes en centre de formation ou en pôle espoir pour se dire, bah, en fait, l'haltérophilie, la musculation, c'est individualisable au kilo près. Donc vous avez un petit qui pèse 40 kilos en poids espoir, bah, il va lever des barres qui sont adaptées à un petit de 40 kilos. Et inversement, vous avez le grand à maturité précoce qui fait déjà 75 kilos, 1,85 m. Ah ben, lui aussi, il peut lever des barres qui sont adaptées à son profil morphologique, tu vois. Donc, complètement, il faut vraiment avoir la volonté d'arriver, je pense, avec un plan, mais développement sur plusieurs années et surtout montrer qu'on peut commencer. Après, je pense que c'est surtout dès le début du centre de formation, vraiment en préfo, en préformation. Et donc, du coup, au Pôle Espoir, qu'il faut réussir à mettre d'abord ça en place. Mhm. Parce que même si en centre de formation, on est censé former les joueurs et donc prendre le temps de les former, ça reste quand même du football professionnel au-dessus et ils veulent des joueurs bons le plus vite possible. Et à Ouais, partir ouais. ça reste, même si les problématiques sont pas tout à fait les mêmes, il y en a quelques-unes qui se rejoignent avec le football professionnel. Mhm. On les contraintes de temps et on ne peut pas se permettre de prendre trop de temps à développer le joueur sur certaines qualités qui s'apparente à être très éloigné du foot. Ouais, Donc, ouais, tant que c'est pas compris que ça peut aider, c'est sûr que Mhm. Ouais, c'est je suis bien d'accord avec toi. J'ai l'impression que sur les centres de formation, on rentre très tôt dans une logique compétitive et Mm. on oublie qu'on est un centre de formation. Donc, l'objectif d'un centre de formation, c'est donner les outils aux joueurs pour derrière pouvoir s'exprimer dans le milieu professionnel. Mais malheureusement, tu as beaucoup de joueurs qui ne passent jamais le cut du milieu professionnel parce qu'on ne leur a pas donné les outils pour pouvoir s'exprimer dans ce milieu-là. T'as plein de joueurs qui sont pas favorisés génétiquement pour aller au milieu professionnel. Et si cela, tu ne leur donnes pas
les outils nécessaires pour atteindre des hauts niveaux d'explosivité, ben, en fait, tu t'exposes à les perdre et ça va être des joueurs de niveau National 2, National 3, voire Régional 1, qui ont des bonnes compétences technico-tactiques pour le foot, mais dont le bagage physique est largement insuffisant pour aller s'exprimer plus haut, quoi. Il y a des clubs qui font ça très bien, hein, qui arrivent très bien à individualiser avec l'âge biologique, etc. Mais d'autres qui n'ont pas forcément les moyens aussi humains ni le projet Mhm. adéquat pour mener à bien ça. Ouais, tout à Et fait. t'en as qui arrivent quand même, mine de rien, à très bien travailler. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que pour toi, en tant que préparateur physique, ça serait indispensable pour être un préparateur physique maintenant dans le foot professionnel, que ce soit sur les équipes seniors ou sur des centres de formation, que le préparateur physique il soit sensibilisé, je dirais même formé aux techniques d'haltéro-muscu. Ouais, je pense que dans la formation, on est obligé de moins avoir quelques heures sur l'apprentissage de l'haltérophilie. Je dis pas parfaitement, mais forcément, c'est un outil qu'on doit maîtriser. Et que je trouve, en tout cas, moi, à mon époque, ça fait pas très longtemps, hein, je suis sorti de la fac et de la licence, mais à mon sens, j'ai pas eu assez d'heures, que ce soit en licence ou en master, euh, à consacrer à l'apprentissage, à la pratique de la musculation, même de la musculation, sans parler d'haltérophilie. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que oui, il en faudrait beaucoup plus parce que c'est des outils qu'après plus tard, si tu les as pas développés toi-même, ben, on te demande de les utiliser. Ben, du coup, tu vas les utiliser, mais en fait, tu les as jamais vécus, tu les as jamais mis en place. Donc, tu as un peu moins de compétences pour peut-être les mettre en place, les comprendre. Et Ouais. c'est là que ça devient un peu moins efficace. Ouais, ouais, surtout quand tu as des enjeux de haut niveau où tu dois faire Mm. performer des mecs ou au préalable tu dois amener des jeunes joueurs à des hauts niveaux de performance. Si t'es pas, à mon avis, ultra précis dans ce que tu es capable de proposer, dans ce que tu es capable de corriger, je pense que t'es pas 100% efficient pour répondre à ces objectifs de haut niveau en fait. Ouais, non, mais ça c'est sûr, certain. Ok, donc on retient pour être un bon préparateur physique maintenant dans le foot. Plutôt indispensable d'être à minima un petit peu formé. Et si vous voulez être vraiment efficace et efficient, je dirais même, être plus que formé et avoir un cursus assez solide sur les méthodes haltéro-muscu, quoi. On va passer à la dernière partie, Pierre, si tu veux bien. Si tu devais donner justement trois conseils à un jeune préparateur physique qui veut bosser dans le milieu pro et a fortiori dans le football professionnel, ça serait quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu ouais, de persévérance, de pas compter ses heures. Ouais, je pense qu'il faut rester dans ce pourquoi on a voulu faire ce métier, donc dans la passion en fait, et avoir toujours la volonté de tout remettre en question, se développer, pas forcément compter ses heures, et en fait toujours vouloir tout perfectionner. Je pense ouais, je pense que j'ai mis pas mal de petits trucs là dans pas mal de mots en un seul, mais ouais, je parlais je parlais de persévérance. L'autre conseil, je pense que c'est le savoir-être pour intégrer un staff. Alors, je sais pas si ta question, tu parles de préparateur physique individuel ou dans un staff. Ouais, c'est assez large, assez large. Ouais. Bon, mais je pense quand même que dans tous les cas, c'est la même réponse. Il y a un savoir-être à avoir, que ce soit avec les joueurs, avec le staff. Il faut savoir toujours prendre du recul. Comment dire, c'est un peu de la psychologie. On va pas aborder deux joueurs de la même manière. Ouais. Un joueur qui a besoin d'être abordé de manière un peu plus abrupte, un autre un peu plus tranquille. L'autre, faut le laisser, pas forcément lui faire de retour. Et juste deux, trois conseils par là. L'autre, faut vraiment être à 100% avec lui et le motiver. Ouais, je Hmm. pense que il y a une part de psycho, donc ouais, de savoir-être qui parfois est un peu insoupçonné aussi, qui est nécessaire dans ce Ouais. métier.
Avoir une communication flexible au cas par cas. Voilà, exactement. T'as très bien résumé mes 48 phrases. Ok. Comment tu vois évoluer la place de la muscu et de l'haltéro dans le football dans les prochaines années? On a parlé de, tu vois, de profils un peu comme Erling Haaland, comme Adama Traoré. Est-ce que tu penses qu'un jour, ces profils-là, ça deviendra la norme dans le football, comme c'est un peu devenu dans le cas dans le rugby? Ou est-ce que tu penses que ça restera des joueurs à la marge? Je pense pas que ça deviendra la norme. Non, non, non. Je pense pas, mais je pense qu'il peut y avoir de plus en plus de joueurs qui peuvent se démarquer par leur qualité physique, ouais, c'est sûr. Donc il y en aura. Après, je pars pas du principe que l'altéro va révolutionner le monde du football, ça c'est sûr que non. Hmm. Mais c'est sûr que l'avenir pourrait y avoir un peu plus de joueurs comme ça. Ouais. Yes. Ouais, effectivement, si on veut un peu plus de joueurs comme ça, faut forcément passer par des méthodes haltéro-muscu, quoi. Ouais. Bon, je te pose la dernière question, peut-être la plus difficile de notre échange. Si tu devais faire une passe décisive à un de tes collègues préparateurs physiques, et plutôt un collègue préparateur physique qui affectionne particulièrement l'haltéro et la muscu, et qui selon toi serait hyper intéressant à voir comme invité, à qui tu ferais cette passe décisive? Ouais, bonne question. J'en ai eu quelques-uns des collègues que j'ai pu rencontrer notamment à travers du DU. Je pense que ouais, je pense à Antoine Ferrari que j'ai eu en collègue du coup pour le DU d'haltéro à Montpellier. Ok, Qui bon, là, actuellement est en thèse, pas forcément sur l'haltérophilie, mais qui était prépa euh, en Île-de-France dans le rugby et avec lequel on a beaucoup parlé d'haltéro. ok. Bon, bah Donc, écoute, je une me donne question. le challenge de rentrer en contact avec lui Ouais, et de programmer vraiment, quelque chose avec lui. vraiment. Ok, top. Et merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage qui était C'est vraiment à très toi. riche et hyper concret et qui montre à quel point l'haltéro et la muscu peuvent s'intégrer intelligemment dans un projet de performance, hein, que ce soit chez le footballeur ou la footballeuse de haut niveau. Et que effectivement, on retient que c'est possible si et seulement si il y a des personnes qui sont suffisamment intelligentes comme toi pour amener les choses progressivement et que de l'autre côté, il y a un staff qui est assez ouvert d'esprit pour intégrer ça. Ce podcast de la Fédération française d'haltérophilie musculation nous rappelle que développer la force et la puissance, c'est bien plus qu'une question de performance. C'est aussi, comme l'a dit Pierre, préparer l'athlète à durer et à repousser ses limites. Et on espère que cet épisode vous aura permis de renforcer vos croyances sur l'intérêt de l'haltéro et de la muscu ou éventuellement d'envisager différemment la préparation physique dans votre sport si vous n'étiez pas déjà convaincu. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode et à suivre la FFHM pour continuer à faire rayonner la culture de l'haltérophilie et de la musculation au service de tous les sports. À très vite pour un nouveau podcast.